Je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé mon mari en train de pleurer dans la cuisine. Il ne m'a pas entendu entrer. Puis il a dit au téléphone les liens masqués, je ne peux plus lui mentir. On dit qu'on ne connaît jamais vraiment la personne qui dort à côté de nous. Je riais de cette notion. Je pensais tout savoir de Brox. Chaque cicatrice, chaque secret, chaque ombre dans son cœur. Mais en cet après-midi ordinaire de mardi, lorsque j'ai franchi notre porte d'entrée 30 minutes plus tôt que d'habitude, j'ai appris la vérité la plus terrifiante de ma vie. L'homme que j'aimais était un parfait inconnu. Et l'inconnu à qui il parlait au téléphone, elle le connaissait mieux que moi. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la trahison. Ce n'est jamais un seul mensonge. C'est un millier de petites tromperies empilées les unes sur les autres, construisant une tour si haute qu'on ne peut en voir le sommet. Et quand elle finit par tomber, elle vous enterre vivant. Je suis Cynthia Morrison. Non, attendez. Je suis Cynthia Reed maintenant. Où le suis-je? Après tout ce qui s'est passé, je ne sais même pas si mon mariage était assez réel pour que je puisse porter son nom. Ce que je sais, c'est ceci. Au moment où j'ai entendu mon mari sangloter dans notre cuisine, chuchotant ces 6 mots dans son téléphone, mon monde entier s'est brisé en morceaux si petits que je ne les retrouverai jamais tous. Je ne peux plus lui mentir. Ces mots ont tout changé, mais pas de la façon dont vous pensez. Rien, et je dis bien rien, n'aurait pu me préparer à ce qui allait suivre. Le bureau avait été suffocant ce jour-là. Ma superviseure, Janet, m'avait harcelé à propos des rapports trimestriels, et les néons me donnaient une migraine qui ressemblait à des clous qu'on martelait dans mon crâne. À 14h30, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai attrapé mon sac à main, marmonné quelque chose à propos d'un rendez-vous chez le médecin, et je suis parti. L'air d'automne a frappé mon visage lorsque je suis sorti, vif et pur, emportant l'atmosphère viciée du bureau. Octobre à Portland avait toujours été ma période préférée de l'année. Les arbres le long de notre rue flambaient de couleurs. Des cramoisis profonds, des oranges brûlés, des jaunes dorés. Brox et moi avions emménagé dans notre petite maison de style craftsman il y a 3 ans, juste après le mariage. C'était la maison de nos rêves avec son parement bleu-gris et ses garnitures blanches, la balancelle sur le porche où nous avions passé d'innombrables soirées à planifier notre avenir. Notre avenir. Mon Dieu, comme j'avais été naïve. Je me suis garé dans l'allée à 14h47. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord en pensant à quel point ce serait agréable de surprendre Brox. Il travaillait de la maison comme développeur de logiciels, généralement enfermé dans son bureau jusqu'à mon retour vers 18h. Nous pourrions dîner tôt, peut-être regarder un film, nous reconnecter comme nous le faisions avant que la vie ne devienne si occupée. Au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison semblait différente. L'air était épais, lourd de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et puis je l'ai entendu, un son qui m'a glacé le sang. C'étaient des pleurs. Pas de simples reniflements, mais des sanglots profonds et déchirants qui semblaient s'arracher de la poitrine de quelqu'un. Brox. Mon mari pleurait. Je me suis figé dans l'entrée. Mes clés toujours à la main. Brox ne pleurait pas. En 7 ans ensemble, je l'avais vu verser une larme peut-être 2 fois. Une fois à l'enterrement de son père et une fois pendant nos vœux de mariage. Mais ce n'était pas verser une larme. C'était le son d'un homme qui s'effondrait. J'ai traversé silencieusement le salon, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Le son venait de la cuisine. Chaque pas était comme marcher dans l'eau, lent et onirique. Une partie de moi voulait courir vers lui pour le réconforter. Mais une autre partie, un instinct primitif, me disait de rester silencieuse, d'écouter. En arrivant à l'embrasure de la porte, je l'ai vu. Brox était assis à notre table de cuisine, le dos tourné vers moi, les épaules secouées. Son téléphone était collé à son oreille. La lumière de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre attrapait les larmes sur son visage, les faisant scintiller comme du verre brisé. « Je sais, dit-il, la voix brisée. Je sais, bébé. Je suis tellement désolé, bébé. » Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Je ne l'avais jamais entendu utiliser ce ton auparavant. Si tendre, si brut, si intime. Pas même avec moi. Je ne peux plus faire ça, a-t-il continué, passant la main dans ses cheveux sombres comme il le faisait quand il était stressé. Ça me tue chaque jour. Rentrer à la maison, la retrouver, prétendre que tout est normal. Je ne peux plus lui mentir.
Le sol sous moi semblait se dissoudre. Les murs ont commencé à se refermer. Je ne pouvais plus respirer. Plus penser. Plus bouger. Je t'aime trop, a chuchoté Brox. Je dois lui dire la vérité. Elle mérite de savoir. Ma main a volé à ma bouche, étouffant le hoquet qui menaçait de s'échapper. Les larmes me brûlaient les yeux, brouillant ma vision. Ça ne pouvait pas arriver. Pas à nous. Pas à moi et Brox. Je le ferai ce soir, a-t-il dit. Je te le promets. Après le dîner, je lui dirai tout sur nous. Sur le bébé. Le bébé. Les mots ont résonné dans ma tête comme une sentence de mort. Il y avait un bébé. Mon mari avait mis une autre femme enceinte. Je ne me souviens pas m'être éloigné de la cuisine. Je ne me souviens pas avoir quitté la maison ni être monté dans ma voiture. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais garé à 3 pâtés de maison de là, agrippant le volant si fort que mes jointures étaient blanches, criant jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. 7 ans. 7 ans à l'aimer, à lui faire confiance, à construire une vie avec lui. Et tout ça n'était qu'un mensonge. Mais je ne pouvais pas m'effondrer. Pas encore. Parce que si Brox prévoyait de me le dire ce soir, cela signifiait que j'avais quelques heures pour comprendre ce que diable j'allais faire. J'ai essuyé mes larmes, sorti mon téléphone, et fait ce que toute épouse trahie ferait en 2023. J'ai commencé à rassembler des preuves. Merci de vous être arrêté pour suivre le parcours de Cynthia à travers la trahison, le chagrin et une justice durement acquise. Si vous croyez que la confiance est le fondement de toute relation et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que des mensonges confortables, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires de résilience, d'estime de soi et de la force qu'il faut pour exiger l'honnêteté dans un monde plein de tromperies. Bonne écoute. Je ne suis pas rentré à la maison. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un café du centre-ville, j'ai commandé un café noir que je ne boirais pas, et je me suis assise dans la banquette du coin avec mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine taper. D'abord, j'ai vérifié nos comptes bancaires. Brox s'occupait de la plupart de nos finances. Il était meilleur avec les chiffres, avait-il dit. J'avais été heureuse de le laisser prendre les rênes. Quelle idiote j'avais été. Le compte courant commun semblait normal. Mais quand j'ai creusé plus profondément dans son compte personnel, celui qu'il avait avant notre mariage, mon estomac s'est noué. Des virements réguliers, $2000 chaque mois depuis 8 mois à un nom que je ne reconnaissais pas, Violet Ashford. $16 000. Il avait donné $16 000 à une autre femme. J'ai tapé le nom sur Facebook avec des doigts tremblants. Le profil était privé, mais la photo de profil était visible. Elle était belle. De longs cheveux auburn, des yeux verts, un sourire qui devait faire fondre les hommes. Sa photo de couverture la montrait sur une plage quelque part, riant, l'air insouciante et jeune. Si jeune. Elle ne pouvait pas avoir plus de 25 ans. J'en avais 34. Apparemment, on m'échangeait déjà contre un modèle plus récent. J'ai ensuite vérifié Instagram. Son compte était public. Dieu merci pour les petites faveurs. J'ai fait défiler les photos de sa vie, des photos de tasses de café et de couchers de soleil, des citations inspirantes sur les nouveaux départs, et puis, il y a 3 semaines, une photo qui m'a glacé le sang. C'était une paire de minuscules chaussures de bébé, blanches avec des canards jaunes dessus. La légende disait, « J'ai hâte de te rencontrer, petit être ». Les commentaires étaient remplis de félicitations. Des amis demandant si elle avait déjà choisi un nom, si elle connaissait le sexe, quand elle devait accoucher. Mais nulle part personne ne mentionnait le père. J'ai continué à faire défiler, remontant des mois en arrière, et c'est là que je l'ai vue. Une photo d'il y a 11 mois. Violet dans un restaurant que je reconnaissais, Gepetto's, le restaurant italien que Brox et moi adorions. Mais elle n'était pas seule. La photo était recadrée, mais je pouvais voir une partie de la main d'un homme tendant la sienne sur la table. La montre à son poignet était distinctive, une Omega vintage avec un bracelet en cuir. La montre de Brox, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Quand je suis revenu, je me suis forcé à continuer de regarder. J'ai fait des captures d'écran de tout. Les photos, les commentaires, la chronologie. J'ai documenté les transferts d'argent. J'ai même vérifié nos cartes de crédit et trouvé des reçus pour des endroits où je n'étais jamais allé,
des dîners pour deux que je n'avais jamais mangés, des chambres d'hôtel où je n'avais jamais dormi. Chaque preuve était un nouveau couteau dans mon cœur. Mais j'ai continué parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de voir l'image complète de sa trahison avant de décider comment réduire son monde en cendres. Puis j'ai trouvé quelque chose qui n'avait pas de sens. Parmi les photos Instagram de Violet, il y en avait une datant de 6 mois. Elle était avec une femme plus âgée dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôpital. La femme était mince, frêle, avec un foulard enroulé autour de la tête. La légende disait « Je reste forte pour toi, maman. On va vaincre ça ensemble ». J'ai cliqué sur les commentaires. Des amis envoyaient des prières, espérant que la chimio fonctionnerait, demandant comment sa mère tenait le coup. Je me suis rassise, confuse. Est-ce que Brox l'aidait à payer le traitement de sa mère? Est-ce que c'était là que l'argent allait? Mais ça n'expliquait pas le bébé. Ça n'expliquait pas qu'il l'appelle « bébé » ou qu'il lui dise qu'il l'aimait. À moins que... Non, je n'allais pas lui trouver d'excuses. Je n'allais pas trouver de raison pour justifier cette trahison. Quoi qu'il se passe, il m'avait menti. Il m'avait caché cette femme. Il avait prévu de se confesser ce soir, ce qui signifiait qu'il savait que c'était mal. J'ai regardé l'heure, 17h15. Je devais rentrer à la maison, agir normalement, écouter la confession qu'il avait préparée, mais je ne pouvais pas le faire. Pas encore. J'avais d'abord besoin d'un plan. J'ai appelé la seule personne que je savais qui m'aiderait, sans poser de questions. Cynthia. La voix de ma sœur Emma était chaleureuse et familière. Qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où j'ai entendu son inquiétude, j'ai craqué. Toute l'histoire est sortie de moi en hoquets et en sanglots. Les pleurs, l'appel téléphonique, le bébé, l'argent, l'autre femme, tout. Ce fils de, a sifflé Emma. J'arrive tout de suite. Non, ai-je dit en essuyant mes yeux. J'ai besoin que tu m'aides, mais pas comme ça. Je dois être intelligente à ce sujet. J'ai besoin de tout savoir avant de l'affronter. De quoi as-tu besoin? Peux-tu regarder ces relevés téléphoniques? Tu travailles toujours pour cette compagnie de télécom, non? Emma est restée silencieuse un instant. Cynthia, je pourrais me faire virer pour ça. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir à qui il a parlé, depuis combien de temps ça dure. Une autre pause, puis, donne-moi son numéro. Pendant qu'Emma faisait sa magie, j'ai conduit sans but, essayant de tout digérer. Mon esprit ne cessait de rejouer la scène dans la cuisine. La façon dont il avait semblé si brisé, si désespéré. La façon dont il avait dit qu'il ne pouvait plus mentir. Une partie de moi, la partie stupide encore amoureuse, se demandait s'il y avait peut-être une explication. Peut-être que Violet n'était qu'une amie. Peut-être que le bébé n'était pas le sien. Peut-être que j'avais tout mal compris. Mais je n'avais pas mal compris, je t'aime. Je n'avais pas mal compris, je ne peux plus lui mentir. Mon téléphone a sonné. Emma. Tu ne vas pas aimer ça, a-t-elle dit. Dis-moi. Il l'a appelé et lui a envoyé des textos tous les jours depuis 10 mois. Plusieurs fois par jour, parfois pendant des heures. Dis-moi. Pendant que je travaillais tard, que je planifiais notre dîner d'anniversaire, que je parlais de peut-être commencer à essayer d'avoir un bébé nous-mêmes, il en faisait déjà un avec quelqu'un d'autre. Il y a plus, a continué Emma. Il y a un autre numéro qu'il appelle fréquemment. Un médecin, Rebecca O. Je l'ai cherché. C'est une oncologue à l'Oregon Health. Cela confirmait que la mère de Violet était malade. Mais pourquoi Brox appelait-il son médecin? Quand est son prochain appel prévu avec elle, ai-je demandé. Demain, 10 heures. Une idée a commencé à se former dans mon esprit. Une idée terrible, risquée, potentiellement brillante. Emma, j'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Je suis arrivé dans l'allée à 18h30, mon heure habituelle. J'avais refait mon maquillage, arrangé mes cheveux, pratiqué mon sourire normal dans le rétroviseur. Je devais agir comme si tout allait bien, comme si je ne savais pas que mon mariage touchait à sa fin. Brox m'a accueilli à la porte et la culpabilité sur son visage a presque brisé ma résolution. Ses yeux étaient rougis, son sourire forcé. « Salut, ma chérie », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. De la même manière qu'il l'avait fait 1000 fois auparavant, mais maintenant, cela semblait être un mensonge. Tout semblait être un mensonge. « Salut,
ai-je répondu, gardant ma voix stable. Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. Juste une longue journée. Des trucs de boulot. Un autre mensonge. Combien y en avait-il eu? Nous avons préparé le dîner ensemble comme nous le faisions toujours. Brox coupait les légumes pendant que j'assaisonnais le poulet. Nous avons parlé de ma journée, de Janet et des rapports trimestriels, du temps qu'il faisait. Une conversation normale, confortable, familière et complètement creuse. Je l'ai observé pendant le dîner, je l'ai vraiment regardé. Brox était beau. Je l'avais toujours pensé. Grand, mince, avec des yeux bruns bienveillants et un sourire qui plissait les coins de ses yeux. Il avait été mon meilleur ami avant de devenir mon mari. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence tech où je travaillais à l'accueil. Il avait fait une blague sur mon badge qui était à l'envers et j'avais ri, et d'une manière ou d'une autre, cela avait mené à un café, puis à un dîner, puis à 7 ans de ma vie. Est-ce que tout cela avait été réel? Cynthia, a-t-il dit soudainement, posant sa fourchette. Il faut qu'on parle. Voici la confession. Je me suis préparé. Il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-il continué, la voix tremblante. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je l'ai regardé, attendant. Une partie de moi voulait lui crier dessus, lui jeter mon vin au visage, exiger des réponses, mais je suis restée silencieuse. Il a pris une profonde inspiration. J'ai aidé quelqu'un. Une femme. Elle s'appelle Violet. Une femme, ai-je répété d'un ton plat. Ce n'est pas. Mon Dieu, ça va avoir l'air si terrible. Il a passé la main dans ses cheveux. Elle est jeune, 26 ans, et elle est enceinte, et sa mère est en train de mourir d'un cancer, et elle n'a personne d'autre. Et tu as pensé que tu interviendrais pour jouer les héros. Il a tressailli à l'amertume dans ma voix. Je sais comment ça a l'air. Vraiment? Parce que ça a l'air que tu as une liaison. Ça a l'air que tu as mis une autre femme enceinte. Ça a l'air que tu me mens depuis des mois. Quoi? Non, Cynthia. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Alors c'est comment, Brox? Explique-moi. Explique-moi pourquoi tu lui envoies des milliers de dollars. Explique-moi pourquoi tu l'appelles bébé et que tu lui dis que tu l'aimes. Explique-moi le bébé. Son visage est devenu blême. Comment tu? Je suis rentré plus tôt aujourd'hui, ai-je dit, ma voix froide. Je t'ai entendu au téléphone. J'ai tout entendu. Brox s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Cynthia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Le bébé, est-il de toi? Non. Mon Dieu, non. Je n'ai jamais. Je ne te tromperai jamais. Alors de qui est-il? Il m'a regardé avec une telle angoisse que, pendant un instant, j'ai presque cru en lui. Presque. Le mien, a-t-il murmuré. Je me suis levé, mes jambes tremblantes. Tu viens de dire. Pas comme ça. Pas comme. Cynthia. Violet est ma fille. Le monde s'est arrêté de tourner. Tu es. Quoi? Ma fille. D'avant que je te rencontre. Je ne savais pas qu'elle existait jusqu'à il y a 10 mois. Sa mère, une femme avec qui je suis sorti brièvement quand j'avais 22 ans, elle ne me l'a jamais dit. Elle a élevé Violet seule et maintenant elle est en train de mourir, et Violet m'a retrouvé, et elle est enceinte et effrayée. Je me suis assise lourdement. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de recalibrer tout ce que je pensais savoir. Tu as une fille, ai-je dit lentement. Oui. Et tu ne me l'as pas dit. Je sais. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas comment. Au début, je n'étais même pas sûr que ce soit vrai. Alors j'ai fait un test de paternité et quand il est revenu positif, j'étais sous le choc. Et puis je l'ai rencontrée et elle m'a parlé de sa mère, de la grossesse, et c'était tellement écrasant. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. Alors tu lui as juste envoyé de l'argent, tu l'as rencontrée dans mon dos, tu m'as menti pendant 10 mois. J'essayais de l'aider. C'est ma fille, Cynthia. Elle avait besoin de moi. Et moi? As-tu pensé à ce dont j'avais besoin? As-tu pensé à ce que je ressentirais en étant exclu de cette énorme partie de ta vie? Des larmes coulaient sur son visage maintenant. J'avais peur. Peur que tu sois en colère. Peur que tu partes.
peur que tout s'effondre. Mais garder le secret était pire. C'est pourquoi j'ai décidé de te le dire ce soir. Je ne peux plus continuer à mentir. Je l'ai regardé, essayant de digérer ça. Il avait une fille, pas une maîtresse. Une fille. Tout ce que je pensais était faux. La liaison, la trahison, c'était tout un malentendu. Sauf que ce n'en était pas un. Parce que même s'il n'avait pas triché, il avait quand même menti. Il m'avait quand même caché cela. Il avait quand même choisi d'affronter cela seul au lieu de me faire confiance avec la vérité. J'ai besoin de la voir, ai-je dit. Quoi? Violet. J'ai besoin de la rencontrer demain. Brox avait l'air incertain. Tu es sûr? Peut-être qu'on devrait d'abord en parler davantage. Digérer ça. Demain, Brox. Organise ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le lit à côté de Brox, écoutant sa respiration, mon esprit tourbillonnant de questions. Il avait une fille de 26 ans, qui était sur le point de faire de lui un grand-père, de faire de nous des grands-parents. La pensée était surréaliste. Nous avions essayé de savoir si nous voulions nos propres enfants. Et maintenant, soudainement, il y avait cet adulte à part entière avec un bébé en route. Mais quelque chose clochait encore. Pourquoi avait-il semblé si tendre au téléphone? Pourquoi avait-il dit « je t'aime » de cette manière spécifique? On pouvait aimer sa fille, bien sûr, mais la façon dont il l'avait dit. À 3 heures du matin, je me suis levé et je suis allé dans la chambre d'amis où j'avais caché mon ordinateur portable. J'ai de nouveau regardé l'Instagram de Violet, étudiant chaque photo avec un nouveau regard. Si elle était la fille de Brox, pourquoi n'y avait-il aucune photo d'eux ensemble? Pourquoi ne l'avait-elle pas mentionné du tout? J'ai parcouru ses publications à la recherche de n'importe quel indice. Et puis j'ai trouvé quelque chose que j'avais manqué auparavant, une publication d'il y a 9 mois, juste au moment où elle aurait contacté Brox. C'était une photo d'une lettre. La légende disait, parfois, la vérité change tout. La lettre elle-même était partiellement visible sur la photo. J'ai zoomé, plissant les yeux pour lire l'écriture. Le nom de ton père est Brox Reed. Il n'a jamais su pour toi. Je suis désolé de t'avoir caché ça si longtemps, mais je pensais que c'était mieux. Maintenant que je suis malade, tu mérites de savoir d'où tu viens. C'était un homme bon, Violet. J'espère qu'il l'est toujours. C'était signé, maman. L'histoire de Brox tenait donc la route. La mère de Violet lui avait parlé de lui sur son lit de mort. Il était vraiment son père. Mais j'ai continué à chercher. Quelque chose me chicotait encore. Je l'ai trouvé dans une publication d'il y a 3 mois. C'était une capture d'écran d'une conversation par SMS. Violet l'avait posté avec la légende « Quand votre personne vous comprend simplement ». Les textes étaient banals, parlant d'un film, planifiant un dîner. Mais en haut de la capture d'écran, je pouvais voir le nom du contact, Brox cœur bleu. Pas papa, pas père, juste Brox avec un cœur bleu. Mon estomac s'est tordu. Peut-être qu'elle ne s'était pas encore habituée à l'appeler papa. Peut-être que c'était trop bizarre après avoir grandi sans lui. Ou peut-être, cependant, que j'étais paranoïaque. Brox avait tout expliqué. Il y avait un test de paternité. C'était sa fille. Mais à 10 heures du matin, j'allais en avoir le cœur net. Le lendemain matin, Brox était une boule de nerfs. Il a changé de chemise 3 fois, a répété ce qu'il allait dire, n'arrêtez pas de me demander si j'étais sûr de vouloir faire ça. J'en suis sûr, lui ai-je dit. Nous devions rencontrer Violet dans un café près de l'hôpital où sa mère était soignée. À 9h45, nous sommes montés dans la voiture. Brox est resté silencieux pendant le trajet, les jointures blanches sur le volant. Quoi qu'il arrive, ai-je dit doucement, nous traverserons ça ensemble. D'accord. Il m'a regardé avec un tel soulagement et un tel amour que je me suis senti coupable de douter de lui. D'accord, a-t-il murmuré. Mais j'avais encore une carte à jouer. Emma était déjà à l'hôpital, se faisant passer pour une représentante pharmaceutique, prête à tomber, accidentellement, sur le docteur Wu et à poser quelques questions désinvoltes sur sa patiente. Nous sommes arrivés au café à 10h02 et elle était là. Violet Ashford était encore plus belle en personne. Elle était assise à une table d'angle, une main posée sur son ventre très arrondi, ses cheveux auburn captant la lumière du matin. Quand elle a vu Brox,
Son visage s'est illuminé d'un sourire qui m'a glacé le sang. Parce que je connaissais ce sourire. J'avais donné ce même sourire à Brox 1000 fois. Ce n'était pas le sourire d'une fille voyant son père. C'était le sourire d'une femme amoureuse. Brox ne sembla pas le remarquer. Il s'est approché d'elle et elle s'est levée, soutenant soigneusement son ventre, et l'a serré dans ses bras. L'étreinte a duré quelques secondes de trop. Violet, dit Brox en se reculant. Voici ma femme, Cynthia. Le sourire de Violet s'est légèrement estompé en me regardant. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, a-t-elle dit en tendant la main. Je l'ai serré, étudiant son visage. De même. Nous nous sommes assis. Un silence gênant s'est installé à la table. Alors, ai-je dit, décidant de me lancer. Brox m'a tout dit. Ça doit être beaucoup pour vous aussi. Violet a regardé Brox, puis de nouveau moi. Ça l'a été. Découvrir. Tout ça. Mais je suis reconnaissante. Brox a été incroyable à travers tout. Je suis désolé pour votre mère, ai-je continué. Comment va-t-elle? Pas bien, a dit doucement Violet. Le cancer est au stade 4. Ils la maintiennent maintenant dans un état de confort, mais... Elle s'est interrompue, les larmes remplissant ses yeux. Brox a tendu la main sur la table et a pris la sienne. Elle est forte. Elle se bat toujours. La tendresse dans sa voix m'a serré la poitrine. Et le bébé? Ai-je demandé en regardant son ventre. Vous accouchez quand? Dans 6 semaines, a dit Violet en posant sa main sur son ventre. C'est une fille. Avez-vous choisi un nom? Elle a de nouveau jeté un coup d'œil à Brox. Nous pensions à Grace. Nous. Pas je. Nous. C'est magnifique, ai-je dit, ma voix stable même si mon cœur se brisait. Et le père? Est-il impliqué? La question est restée en suspens dans l'air comme une bombe. Le visage de Violet est devenu blême. La main de Brox s'est resserrée autour de la sienne. C'est compliqué, a dit Violet. J'en suis sûr, ai-je répondu. Que fait-il? Où l'avez-vous rencontré? Cynthia, a dit Brox, sa voix contenant un avertissement. Peut-être qu'on devrait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'Emma. Parlez au docteur O. La mère de Violet n'est pas sa mère. Le nom de la patiente est Linda Ashford. Violet est la petite fille de Linda. Les parents sont morts dans un accident de voiture quand V avait 4 ans. Linda l'a élevée. Le docteur O a mentionné combien il est triste que Violet traverse cette grossesse seule. Aucune mention de Brox. J'ai levé les yeux de mon téléphone, mon esprit en ébullition. Les parents de Violet étaient morts. Alors, qui était la femme qui avait écrit cette lettre? Qui lui avait dit que Brox était son père? À moins qu'il n'y ait jamais eu de lettre. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Je dois aller aux toilettes. Je me suis éloigné sur des jambes tremblantes, mais au lieu d'aller aux toilettes, je suis sorti et j'ai appelé Emma. Que as-tu découvert d'autre? Ai-je demandé. La grand-mère est en soins palliatifs depuis 3 semaines. Avant ça, elle était à peine consciente à cause des analgésiques. Cynthia, je ne pense pas qu'elle aurait pu parler de Brox à Violet. Et même si elle l'avait fait, pourquoi le connaîtrait-elle? J'ai fait des recherches. Brox a vécu à Seattle jusqu'à ses 25 ans. Violet est née à Portland. Ils n'ont même jamais vécu dans la même ville. Ma vision s'est obscurcie sur les bords. Emma, j'ai besoin que tu fasses autre chose. Peux-tu trouver le test de paternité que Brox a mentionné? Comment ferais-je? Il a un dossier sur son ordinateur intitulé Docs important. Le mot de passe est notre anniversaire. Peux-tu y accéder à distance? S'il est sur le même réseau Wi-Fi, peut-être. Donne-moi 10 minutes. Je suis retourné à l'intérieur, l'esprit en course. Brox et Violet parlaient doucement, leurs têtes rapprochées. Quand je me suis assise, ils se sont rapidement éloignés. Tout va bien? A demandé Brox. Très bien, ai-je menti. Alors, Violet, racontez-moi comment vous avez trouvé Brox. Comment saviez-vous comment le contacter? Elle a hésité. Ma grand-mère, avant qu'elle ne tombe vraiment malade, elle m'a parlé de lui. Elle m'a donné ses coordonnées. C'est intéressant, ai-je dit nonchalamment.
Parce que quand votre grand-mère est-elle entrée en soins palliatifs? Les yeux de Violet se sont agrandis. Il y a environ 3 semaines. Pourquoi? Et quand avez-vous contacté Brox pour la première fois? Il y a 10 mois, a répondu Brox, confus. Pourquoi est-ce important? Parce que, ai-je dit, ma voix glaciale, selon son médecin, votre mère est à peine consciente depuis 1 mois. Donc, à moins qu'elle ne vous ait donné les informations de Brox depuis l'au-delà, quelqu'un ment. La couleur a quitté le visage de Violet. Qui êtes-vous? Ai-je demandé doucement. Et que voulez-vous de mon mari? Le café sembla se figer. Brox regardait entre Violet et moi, la confusion peinte sur son visage. Cynthia, de quoi parles-tu? A-t-il demandé. Mais j'ai gardé les yeux sur Violet. Elle était piégée et elle le savait. Je pouvais voir son esprit travailler, essayant de trouver comment tourner cela. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé, a dit Violet, la voix tremblante. Mais ma grand-mère m'a bien parlé de Brox avant d'être vraiment mal en point. Montrez-le-moi, ai-je dit. Montrez-moi la lettre, les documents, tout ce qui prouve que Brox est votre père. Je n'ai rien à vous prouver, a-t-elle rétorqué, une partie de sa peur se transformant en colère. En fait, si. Parce que mon mari vous a donné des milliers de dollars, a passé des heures au téléphone avec vous, m'a caché votre relation. Alors, oui, vous devez absolument prouver que vous êtes bien qui vous dites être. Brox s'est levé. Cynthia, arrête. J'ai fait faire un test de paternité. Je suis son père. Où est le test, lui ai-je demandé. Montre-le-moi, tout de suite. Il est à la maison, dans mes dossiers. Non, il n'y est pas, ai-je dit. Mon téléphone venait de vibrer avec un autre texto d'Emma. Il n'y a pas de test de paternité dans tes dossiers. Il n'y a pas de dossiers médicaux, pas de résultats de laboratoire, rien. Brox a sorti son téléphone, les mains tremblantes. Il a ouvert ses fichiers, faisant défiler frénétiquement. Son visage est devenu blanc. Il était là, a-t-il murmuré. Je jure qu'il était là. Violet, tu me l'as envoyé. Tu te souviens des résultats de ce laboratoire à Eugène? Violet pleurait maintenant. De vraies larmes coulant sur son visage. Mais j'ai remarqué qu'elle ne niait rien. Quel laboratoire, ai-je insisté. Quel est son nom? Les lèvres de Violet tremblaient. Elle a regardé Brox avec un tel désespoir que j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Brox, je peux expliquer, a-t-elle commencé. Quel laboratoire, Violet, a interrompu Brox, sa voix dure maintenant. Il voyait enfin ce que je voyais. Dis-moi le nom du laboratoire qui a fait le test de paternité. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'il n'y avait pas de laboratoire. Il n'y avait pas de test. Oh mon Dieu, a soufflé Brox, se rasseyant sur sa chaise. Oh mon Dieu, tout était faux. Non, Brox, s'il te plaît, écoute. Qui es-tu? Son cri a fait se retourner tout le monde dans le café, mais il s'en fichait. Qui diable es-tu, et pourquoi m'as-tu menti? Le visage de Violet s'est décomposé. Elle a enlacé son ventre protecteur, et pendant un instant, je l'ai vue clairement, non pas comme une séductrice ou une escroc, mais comme une jeune femme terrifiée qui s'était mise dans une situation qui la dépassait. Je m'appelle Violet Ashford, a-t-elle dit doucement. Cette partie est vraie. Et ma grand-mère est en train de mourir. C'est vrai aussi. Tout ce que je t'ai dit sur son cancer, sur le fait que je suis seul, c'est vrai. Sauf la partie où Brox est ton père, ai-je dit. Elle a hoché la tête, des larmes tombant sur la table. Sauf ça. Brox avait l'air d'avoir été abattu. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'avais besoin d'aide, a murmuré Violet. Les factures médicales de ma grand-mère m'écrasaient. Je gagne à peine le salaire minimum à l'épicerie. Je suis enceinte et seule, et le père du bébé s'est enfui dès qu'il l'a su. J'étais en train de me noyer, et je ne savais pas quoi faire d'autre. Alors tu as choisi mon mari? Ma voix était tranchante. Parmi tous les gens du monde, tu l'as ciblé lui. Les yeux de Violet ont rencontré les miens, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement du désespoir. C'était du calcul. Je n'ai pas choisi au hasard, a-t-elle dit. J'ai choisi avec soin. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Brox. Ça veut dire, a dit une nouvelle voix derrière nous, que ma petite fille est plus intelligente que vous ne le pensiez. Nous nous sommes tous retournés.
Une femme marchait vers nous, la cinquantaine avancée, mince mais pas frêle, avec les mêmes cheveux auburn que violets. Elle ne portait pas de blouse d'hôpital. Elle n'était connectée à aucune machine. Elle avait l'air en parfaite santé. Grand-mère, a dit Violet, mais il n'y avait aucune surprise dans sa voix. C'était prévu. Bonjour, Brox, a dit la femme en se glissant dans la chaise vide à notre table. Ça fait longtemps. Brox la dévisagea, son visage vide de confusion. Est-ce que je vous connais? Oh, vous ne vous souvenez pas? Le sourire de la femme était amer. Je suppose que je ne devrais pas être surprise. Ce n'était qu'une nuit pour vous, après tout. Mais ça a suffi à détruire la vie de ma fille. Et puis je l'ai vue, dans la forme de ses yeux, la courbe de sa bouche. Cette femme ressemblait à Brox. Pas beaucoup, mais assez. Linda, a soufflé Brox, le nom lui revenant comme un fantôme du passé. Linda Ashford. En fait, c'est Linda Reed, a-t-elle corrigé. Où ça l'a été pendant environ 3 ans. J'étais marié à votre frère. Le monde a basculé. Quoi? Avons-nous dit, Brox et moi, à l'unisson. Votre frère, Tyler Reed, a continué Linda, sa voix dégoulinant de venin. Nous nous sommes mariés quand j'avais 22 ans et lui 25. Il était charmant, réussi, tout ce que j'avais toujours voulu. Et puis je suis tombé enceinte de ma fille, Catherine. Je ne comprends pas, a dit Brox. Tyler vit à Boston. Il est marié à Jennifer depuis 15 ans. Ils ont 2 enfants. Oh, je sais tout sur Jennifer, a craché Linda. C'est la femme numéro 2. J'étais la femme numéro 1. Celle qu'il a effacée de son histoire. Celle qu'il a quittée quand notre fille avait 6 mois. Il a dit que je l'avais piégé, qu'il était trop jeune pour être père. Il a demandé le divorce, a pris un avocat chic, et s'est assuré que je n'obtienne presque rien dans le règlement. Puis il a déménagé à l'autre bout du pays et a fait comme si nous n'avions jamais existé. J'essayais de digérer ça. Brox avait un frère nommé Tyler. Ils étaient proches quand ils étaient plus jeunes, mais s'étaient éloignés au fil des ans. Brox parlait rarement de lui. J'avais rencontré Tyler peut-être 2 fois en 7 ans. C'est terrible, a dit lentement Brox. Et je suis désolé que ça vous soit arrivé. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Je ne savais même pas que Tyler avait été marié avant Jennifer. Bien sûr que non, a dit Linda. Parce que votre précieux frère n'a jamais parlé de moi à personne dans la famille. Il avait honte de nous. Mais je n'ai jamais oublié. Et quand ma fille Catherine est morte dans cet accident de voiture il y a 4 ans, laissant Violet orpheline à 22 ans, je me suis fait une promesse. La famille Reed allait payer pour ce qu'elle nous avait pris. Les pièces s'emboîtaient, mais l'image qu'elle formait était plus laide que tout ce que j'aurais pu imaginer. Vous n'êtes pas malade, ai-je dit à Linda. Cancer du pancréas de stade 4, a-t-elle répondu. Diagnostiqué il y a 4 mois. Je ne suis pas encore en soins palliatifs, mais je le serai bientôt, ce qui signifie que je manque de temps pour arranger les choses pour ma petite fille. Arranger quoi? A demandé Brox. Vous m'avez escroqué, vous m'avez menti pendant 10 mois. Vous nous le deviez, la voix de Linda s'est élevée et son calme apparent s'est fissuré. Votre frère a détruit ma vie. Il a abandonné sa fille. L'argent que vous avez donné à Violet, c'est une fraction de ce que Tyler aurait dû payer en pension alimentaire. C'est une fraction de ce que nous méritions. Alors vous avez... Quoi? Décidé de séduire mon mari en ligne, ai-je demandé, ma voix d'un calme mortel. Prétendre être sa fille pour qu'il vous donne de l'argent? C'était facile, a dit Violet, parlant pour la première fois depuis l'arrivée de sa grand-mère. Elle ne pleurait plus. Son visage était dur. Provocateur. J'ai trouvé Brox sur Facebook. J'ai vu qu'il vivait à Portland. J'ai vu qu'il réussissait. J'ai vu que vous aviez l'air heureux tous les deux. Ça m'a rendu malade. Le frère de Tyler vivant cette vie parfaite alors que ma mère était morte et que j'étais enceinte et seule. Alors, vous avez inventé une histoire, ai-je continué. Vous avez créé un faux test de paternité. Il avait l'air vrai, n'est-ce pas, a interrompu Violet. J'ai un ami qui travaille dans un laboratoire. Il m'a aidé à créer le document. Je l'ai envoyé à Brox depuis une adresse email jetable. Il l'a cru immédiatement parce qu'il voulait y croire. Il voulait être le gentil qui se manifeste pour sa fille perdue depuis longtemps.
Le visage de Brox était gris. Les appels téléphoniques, a-t-il murmuré. Les choses que je t'ai dites, la façon dont tu pleurais la mort de ta mère, la peur d'élever le bébé seul. Tout était vrai, a dit Violet. Je t'ai juste laissé penser que tu étais mon père. T'ai laissé penser que tu avais une obligation de me sauver. Et tu l'as fait, n'est-ce pas? 16 000 $. Ça a payé le traitement de grand-mère, mon loyer, les fournitures pour le bébé. Tu as tout arrangé, exactement comme je savais que tu le ferais. Vous l'avez manipulé, ai-je dit en me levant. Vous avez joué sur sa culpabilité et son désir de faire ce qui est juste. Ce n'est pas juste une arnaque. C'est de la violence psychologique. Appelez ça comme vous voulez, a dit Linda, se levant aussi. Nous avons eu ce dont nous avions besoin. Et honnêtement, nous aurions simplement disparu après la naissance du bébé. Vous n'auriez jamais su la vérité. Mais vous ne pouviez pas laisser les choses en l'état, n'est-ce pas? Elle m'a fusillé du regard. Vous pensiez vraiment vous en tirer comme ça? Ai-je demandé. C'est déjà fait, a dit Violet en posant sa main sur son ventre. Que allez-vous faire? Appeler la police et leur dire quoi? Que Brox m'a volontairement donné de l'argent? Qu'il a choisi d'aider quelqu'un qu'il pensait être sa fille? Nous n'avons rien volé. Nous n'avons pas falsifié de chèque. Nous l'avons juste laissé croire ce qu'il voulait croire. Elle avait raison, et je le savais. Brox lui avait donné l'argent volontairement. Le faux test de paternité était une preuve de fraude, bien sûr, mais était-ce suffisant pour engager des poursuites? Et voulions-nous vraiment traîner ça devant les tribunaux? Exposer la vie privée de Brox? Rendre cela public? Je veux récupérer mon argent, a dit doucement Brox. Chaque centime. Linda a ri. Il est parti. Facture médicale, loyer, nourriture. Tout est parti. Mais bien sûr, poursuivez-nous en justice. Traînez-vous dans la boue en essayant de tirer du sang d'une pierre. Le temps que vous gagnez, si vous gagnez, je serai morte et Violet sera une mère célibataire en difficulté. Bonne chance pour obtenir quoi que ce soit d'elle. Elles se sont tournées pour partir. Elles pensaient vraiment avoir gagné. Mais elles ne me connaissaient pas. Elles ne savaient pas que j'avais passé les dernières 24 heures à planifier toutes les éventualités. Elles ne savaient pas qu'Emma n'était pas seulement à l'hôpital pour recueillir des informations. Elle signifiait aussi des documents juridiques. Violet Ashford. Un homme en costume est apparu à son coude. Vous êtes assigné. Il lui a tendu une enveloppe manie et s'est éloigné. Violet l'a ouverte avec des mains tremblantes. Son visage est devenu blanc en lisant. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré. Ça, ai-je dit, c'est une action en justice. Pas pour fraude, pas pour l'argent, mais pour fraude à la paternité. Voyez-vous, en Oregon, si vous prétendez faussement que quelqu'un est le père de votre enfant et que vous recevez un soutien matériel sur la base de cette fausse affirmation, la victime peut poursuivre pour détresse émotionnelle et infliction intentionnelle de préjudice moral. Et contrairement au tribunal pénal, le tribunal civil a une charge de la preuve beaucoup plus faible. Vous ne pouvez pas, je le peux, ai-je interrompu. Et je le ferai. Vous vouliez jouer à des jeux avec ma famille. Très bien. Jouons. Traînons ça devant le tribunal civil où nous vous ferons déposer, vous, votre grand-mère, votre ami qui a fait le faux test. Mettons chaque détail de vos vies sous un microscope. Voyons comment ça se passe. Le sourire confiant de Linda avait disparu. Vous bluffez. Ce procès vous coûtera des milliers. J'ai des milliers, ai-je répondu. Contrairement à vous, je travaille pour mon argent et je suis prête à dépenser chaque centime que j'ai pour m'assurer que vous payez pour ça. Pourquoi, a demandé Violet, et elle semblait sincèrement confuse. Pourquoi vous souciez-vous tant? Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous connaissez la vérité maintenant. Brox est à vous, pas à moi. Nous ne sommes rien pour vous. Vous avez raison, ai-je dit. Vous n'êtes rien pour moi. Mais ce que vous avez fait à mon mari, le faire croire qu'il avait une fille, le laisser s'attacher à vous, le laisser vous aimer, puis tout arracher. C'est impardonnable. Vous ne l'avez pas seulement escroqué. Vous lui avez brisé le cœur. J'ai regardé Brox. Il était assis, la tête dans les mains, et je pouvais voir ses épaules trembler. Il pleurait de nouveau. Mais cette fois, je savais pourquoi. Il avait aimé Violet. En seulement 10 mois,
Il en était venu à aimer sincèrement cette femme qu'il pensait être sa fille. Il avait imaginé un avenir avec elle, avec une petite fille à gâter et une relation à construire. Et tout ça n'était qu'un mensonge. Vous êtes des monstres, leur ai-je dit. Et je vais m'assurer que tout le monde le sache. S'il vous plaît, a dit Violet, et maintenant elle pleurait aussi. De vraies larmes, pas les larmes manipulatrices qu'elle avait probablement utilisées sur Brox pendant des mois. S'il vous plaît, je suis désolé. J'étais désespéré. Je n'ai jamais voulu lui faire autant de mal. Mais vous l'avez fait, ai-je dit. Et maintenant, vous allez payer pour ça. Nous avons quitté le café en silence. Brox n'a pas parlé pendant le trajet de retour. Il n'a pas parlé quand nous sommes rentrés. Il est juste allé dans notre chambre et a fermé la porte. Je voulais le réconforter, le serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais j'étais furieuse, pas contre lui, contre elle, contre Violet et Linda et tous ceux qui pensaient pouvoir détruire la vie de quelqu'un sans conséquence. J'ai appelé Emma. Tu as vu comment ça s'est passé, ai-je demandé. Je regardais de l'autre côté de la rue, a-t-elle confirmé. C'était brutal. Comment va Brox? Brisé. Emma, j'ai besoin de ton aide pour autre chose. J'ai besoin de tout savoir sur Linda et Violet Ashford. Relevé bancaire, historique d'emploi, réseaux sociaux, tout. Cynthia, ça commence à ressembler à du harcèlement. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une diligence raisonnable pour notre procès. Nous avons besoin de preuves que c'était une fraude préméditée. Peux-tu m'aider ou non? Emma a soupiré. Tu sais que je ne peux pas résister à un bon plan de vengeance. Donne-moi jusqu'à demain matin. Pendant qu'Emma fouillait dans la vie des Ashford, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai parcouru chaque message texte que Brox avait échangé avec Violet au cours des 10 derniers mois. Il m'avait donné la permission d'accéder à son téléphone, trop dévasté pour se soucier de la vie privée. La lecture des messages me rendait physiquement malade. Violet avait si bien joué son rôle. Elle lui avait envoyé des photos d'échographie, probablement volées sur Internet. Elle l'avait appelé aux moments opportuns, quand elle savait qu'il serait seul, pour qu'il ait l'impression qu'ils avaient cette relation secrète spéciale. Elle lui avait demandé des conseils sur les noms de bébés, sur le fait de savoir si elle faisait bien de garder l'enfant. Et Brox avait répondu avec un tel amour, un tel soin sincère. Il lui avait envoyé des articles sur la nutrition pendant la grossesse. Il lui avait recommandé des pédiatres. Il lui avait parlé de sa propre enfance, de ses espoirs et de ses rêves, des choses qu'il ne m'avait même jamais dites. Ça faisait plus mal que s'il m'avait réellement trompé. Parce qu'au moins, une liaison aurait été une question de sexe, un moment de faiblesse. C'était de l'intimité émotionnelle. C'était lui qui ouvrait son cœur à quelqu'un qui ne faisait que l'utiliser. J'ai trouvé un message vocal d'il y a 3 mois. Violet sanglotant, disant qu'elle avait peur, qu'elle ne savait pas si elle pouvait le faire seule. Et la réponse de Brox, tu n'es pas seul. Tu m'as maintenant. Je suis ton père et je ne vais nulle part. Je te le promets. J'ai fermé le téléphone et j'ai pleuré. Vers minuit, Brox est sorti de la chambre. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Je suis tellement désolé, a-t-il dit. Tu n'as rien fait de mal. Je t'ai menti pendant 10 mois. Je t'ai caché une relation entière. J'ai laissé cette femme me manipuler. Tu pensais qu'elle était ta fille, ai-je dit doucement. Tu pensais que tu faisais ce qui était juste. J'étais un idiot. Non, tu étais gentil. Tu as un bon cœur et elle l'a utilisé contre toi. Je me suis levé et je suis allé vers lui, l'enlaçant. Ce n'est pas ta faute, Brox. Rien de tout ça n'est de ta faute. Il m'a serré fort et nous sommes restés comme ça longtemps. Que se passe-t-il maintenant, a-t-il finalement demandé. Maintenant, ai-je dit, nous allons leur faire regretter d'avoir un jour ciblé notre famille. Le lendemain matin, Emma s'est présentée à notre porte avec un ordinateur portable et un dossier manille épais de documents. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé, a-t-elle dit en étalant des papiers sur notre table de cuisine. Brox et moi nous sommes assis, et Emma a commencé sa présentation comme si elle faisait un briefing d'entreprise. Linda Ashford, 57 ans, actuellement au chômage. Elle a été mariée à Tyler Reed de 1989 à 1992. Ils ont eu une fille, Catherine, née en 1990. Tyler a bien demandé le divorce, et le règlement était minime. Cette partie est exacte.
Linda a élevé Catherine en tant que mère célibataire, occupant divers emplois dans le commerce de détail. Et le cancer, ai-je demandé. C'est réel aussi. On lui a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4 il y a 4 mois. Elle suit une chimiothérapie à l'Oregon Health, mais le pronostic est mauvais. 6 mois à 1 an, selon ses dossiers médicaux. Comment as-tu obtenu ces dossiers médicaux, a demandé Brox. Emma a juste souri. Disons que j'ai des amis bien placés. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Linda a été amère à propos de Tyler pendant des décennies. Elle a posté à son sujet sur les réseaux sociaux, toujours en veillant à ne pas utiliser son nom, mais en indiquant clairement qu'elle avait été lésée par son ex-mari. Elle a rejoint des groupes de soutien pour mères célibataires et des forums en ligne où elle parlait des pères défaillants. Donc, elle a nourri cette rancune pendant 30 ans, ai-je dit. Exactement. Maintenant, sa fille Catherine s'est mariée jeune, a eu Violet à 21 ans, puis est décédée avec son mari dans un accident de voiture quand Violet avait 4 ans. Linda a élevé Violet seule, tout comme elle avait élevé Catherine. Et Violet a grandi en entendant des histoires sur la méchante famille Reed qui les avait abandonnés. Donc, il s'agissait toujours de vengeance, a dit doucement Brox. Attendez, ça s'améliore, a continué Emma. Il y a 6 mois, juste avant le diagnostic de cancer de Linda, Violet est tombée enceinte. Le père est un type nommé Justin Cole, 28 ans, qui travaille dans la construction. Ils sortaient ensemble depuis environ 1 an. Quand Violet lui a dit qu'elle était enceinte, il a rompu avec elle et a déménagé en Californie. Donc, Violet était vraiment seule et désespérée, ai-je dit. C'est ça. Et c'est là que Linda a élaboré le plan. Elle suivait vos vies sur les réseaux sociaux depuis des années, Brox. Elle savait où vous travailliez, où vous viviez, que vous étiez mariés. Elle a vu que vous et Tyler vous étiez éloignés, que vous ne connaissiez peut-être pas son premier mariage, alors elle a créé ce plan élaboré. Emma a sorti d'autres documents. Voici l'amie qui a fait le faux test de paternité. Melissa Chong travaille comme technicienne de laboratoire dans une clinique de fertilité. Elle est aussi amie avec Violet depuis le lycée. Et voici ses relevés bancaires montrant que Violet l'a payé $500 pour la création du faux document. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude, ai-je dit. C'est une preuve, a corrigé Emma. En voici d'autres. Violet a passé 2 mois à faire des recherches sur Brox avant de le contacter. Elle a rejoint des groupes dont il faisait partie en ligne, a appris ses intérêts, ses valeurs. Elle a façonné toute sa personnalité pour être exactement le genre de fille qu'il voudrait. Brox avait l'air malade. Comment m'a-t-elle contacté la première fois? Emma a sorti une capture d'écran d'un message Facebook. Elle a dit qu'elle était sa fille d'une relation dont il ne se souvenait probablement pas. Elle a inclus une photo de sa mère, Catherine, et a dit qu'elle venait de l'apprendre avant que sa grand-mère ne tombe malade. Elle avait l'air effrayée et vulnérable et avait désespérément besoin d'une figure paternelle. Et je suis tombé dans le panneau, a murmuré Brox. N'importe qui l'aurait fait, l'ai-je rassuré. Elle a fait ses devoirs. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer. Il y a plus, a dit Emma. Linda a parlé du plan à tous ceux qu'elle connaît. Elle a posté dans un groupe Facebook privé pour les patients atteints de cancer sur la façon dont elle arrangeait les choses avant de mourir. Elle n'a pas utilisé de nom, mais elle a parlé d'obtenir justice pour sa fille et sa petite-fille. Pouvons-nous utiliser ça, ai-je demandé. Absolument. Ça montre la préméditation. Ce n'était pas un acte désespéré sur le moment. C'était une vengeance calculée et planifiée. Et les $16 000, a demandé Brox. Pouvons-nous prouver à quoi ils les ont dépensés? Emma a hoché la tête. La plupart sont allés aux factures médicales comme elles l'ont dit, mais environ $4 000 sont allés à des achats non essentiels, de nouveaux meubles pour l'appartement de Violet, des vacances à la côte, des articles de bébé coûteux, pas exactement des choses de vie ou de mort. Donc, elle se la coulait douce avec l'argent de la culpabilité de Brox, ai-je dit, ma colère montant à nouveau. En gros. Oh, et voici le clou du spectacle. Emma a sorti un dernier document avec un grand geste. J'ai trouvé le testament de Linda. Elle l'a fait mettre à jour il y a 2 mois. Vous voulez savoir ce qu'il dit? Nous nous sommes tous les deux penchés. Elle laisse tout à Violet, évidemment. Mais il y a une note dans le testament qui dit, et je cite, « J'espère que l'argent de la famille Reed t'aidera à élever ce bébé de la manière dont leur famille aurait dû aider à t'élever, toi et ta mère. Qu'ils pourrissent en enfer pour ce qu'ils nous ont fait.
Elle a mis ça dans son testament. Brox avait l'air stupéfait. Apparemment, elle voulait s'assurer que son amertume lui survive, a dit sèchement Emma. Je me suis rassise, digérant tout cela. Nous avions des preuves. Nous avions un mobile. Nous avions un schéma clair de fraude et de manipulation. Mais quelque chose me dérangeait encore. Emma, qu'est-il arrivé à la fille de Tyler? Catherine. Tu as dit qu'elle était morte dans un accident de voiture. Mais qu'en est-il de sa relation avec Tyler? A-t-il déjà essayé de la contacter? Le visage d'Emma s'est assombri. C'est la partie vraiment triste. J'ai trouvé des archives judiciaires de l'époque où Catherine avait 16 ans. Elle a essayé de contacter Tyler, voulait le rencontrer. Linda a dû l'approuver puisque Catherine était mineure. Tyler a refusé de la rencontrer. Il a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat disant qu'il avait renoncé à ses droits parentaux des années auparavant et n'avait aucun intérêt pour une relation. Oh mon Dieu, ai-je soufflé. Catherine a été dévastée, selon d'anciens articles de blog que Linda a publiés. Elle est tombée en dépression, a commencé une thérapie. Le rejet l'a vraiment perturbée, et 2 ans plus tard, elle était morte. Donc Linda blâme Tyler non seulement pour l'avoir abandonnée, mais aussi pour avoir contribué aux problèmes émotionnels de Catherine, ai-je dit. Et par extension, elle blâme toute la famille Reed, a conclu Emma. Dans son esprit, si Tyler avait été un père pour Catherine, peut-être que Catherine aurait été plus stable, aurait fait de meilleurs choix, ne serait pas morte à 34 ans. Ce n'est pas logique, mais le deuil et la colère le sont rarement. Brox s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, nous tournant le dos. Brox, ai-je dit doucement. Tyler est un, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai toujours su qu'il était égoïste et froid, mais ça. Il a abandonné un enfant, sa propre fille. Et quand elle l'a contacté, il l'a rejeté à nouveau. Il s'est tourné vers nous et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Linda a raison de le détester. Je le déteste. Ça ne rend pas ce qu'elle t'a fait acceptable, ai-je dit fermement. Je sais, mais je le comprends maintenant. Elle ne pouvait pas se venger de Tyler, alors elle s'en est prise à moi. Le frère qui ne l'a pas arrêté, qui ne savait même pas pour Catherine, qui vivait sa vie heureuse pendant que sa famille souffrait. Tu ne peux pas porter les péchés de Tyler, lui ai-je dit. Mais je peux les réparer, a dit Brox. Et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. La détermination remplaçant le chagrin. Je peux faire ce que Tyler aurait dû faire. Que veux-tu dire? Je veux dire que je veux abandonner le procès. Quoi? Non. Je me suis levé. Brox, elles t'ont escroqué. Elles t'ont brisé le cœur. Elles méritent de faire face aux conséquences. C'est vrai, a-t-il convenu. Mais Violet est toujours enceinte. Linda est toujours en train de mourir. Les faire payer ne changera pas ce que Tyler leur a fait. Ça ne fera qu'ajouter plus de souffrance à une histoire déjà tragique. Alors, tu vas simplement les laisser s'en tirer? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Non. Je vais leur proposer un marché. Je pensais que Brox avait perdu la tête. Après tout ce que Violet et Linda avaient fait, il voulait les aider. Mais alors qu'il expliquait son plan, j'ai commencé à voir le génie et la vengeance qui s'y cachaient. Nous allons leur rendre visite, a dit Brox, chez Linda, et nous allons leur faire une offre qu'elles ne pourront pas refuser. Le lendemain, nous nous sommes présentés à la petite maison de location de Linda dans un quartier délabré de Portland. Le jardin était en friche, la peinture s'écaillait, et je pouvais comprendre pourquoi elles avaient été si désespérées d'argent. Violet a répondu à la porte, les yeux méfiants. On veut parler, a dit calmement Brox. Pas d'avocat, pas d'appareil d'enregistrement, juste une conversation. Elle ne voulait pas nous laisser entrer, mais Linda a appelé de l'intérieur. Laisse-les entrer, Violet. Écoutons ce qu'ils ont à dire. L'intérieur de la maison était propre mais sommaire. Des meubles usés, des appareils électroménagers démodés, le genre d'endroit où les gens vivent au jour le jour. Linda était assise dans un fauteuil inclinable, une couverture sur ses jambes malgré la chaleur de la journée. Elle avait l'air plus mince qu'au café, plus fragile. Le cancer la rongeait. Bel endroit, ai-je dit, sans prendre la peine de cacher mon sarcasme. Dites ce que vous êtes venu dire, a répondu Linda. Brox s'est assis en face d'elle. Je me tenais derrière lui, les bras croisés. J'ai parlé à mon frère, a commencé Brox.
Les yeux de Linda se sont légèrement agrandis. Tyler est au courant de ça. Il sait tout. Je l'ai appelé hier et je lui ai parlé de vous, de Catherine, de Violet. Je lui ai dit ce que vous m'aviez fait et pourquoi vous l'aviez fait. Et, la voix de Linda était provocante, mais je pouvais entendre le tremblement en dessous. Et il s'en fiche. Il a dit, et je cite, « Ce n'est pas mon problème. J'ai fait mon choix il y a 30 ans et je m'y tiens. » Violet a octé. Il a dit ça, même en sachant pour le bébé? Même en sachant pour le bébé, a confirmé Brox. Tyler est un salaud égoïste qui ne mérite pas d'être appelé père ou grand-père. Mais ça, vous le saviez déjà. Alors pourquoi êtes-vous ici, a demandé Linda. Pour nous le rappeler? Pour nous dire que nous avons gâché notre vengeance sur le mauvais Reed? Non, a dit Brox. Je suis ici pour vous proposer un marché. Un vrai, pas l'arnaque que vous m'avez faite. Il a sorti un document de son sac et l'a posé sur la table basse. C'est un contrat. Si vous le signez, j'abandonnerai le procès contre vous. Je donnerai aussi à Violet 50 000 $ pour le bébé, à placer dans un fonds en fiducie qui versera des paiements mensuels pour la garde d'enfants, les frais médicaux et l'éducation. Les mains de Violet ont volé à sa bouche. Linda s'est penchée en avant, méfiante. Quel est le piège, a-t-elle demandé. Plusieurs pièges, ai-je dit, parlant pour la première fois. Premièrement, vous admettez publiquement ce que vous avez fait. Une confession écrite détaillant le faux test de paternité, la manipulation, tout. Nous la garderons privée, à moins que vous n'essayiez de contacter Brox ou quiconque de la famille Reed à nouveau. Deuxièmement, a continué Brox, Violet suit une thérapie. Une vraie thérapie payée par la fiducie pour faire face à son histoire familiale et apprendre à être une meilleure personne que son grand-père. Troisièmement, ai-je ajouté, vous signez toutes les deux un accord de non-divulgation. Vous ne parlez jamais publiquement de Brox, de cette situation, de quoi que ce soit. Vous prenez l'argent et vous disparaissez de nos vies pour toujours. Et quatrièmement, a dit Brox, sa voix dure maintenant. Quand Linda mourra, et je suis désolé d'être direct, mais nous savons tous que ça arrive, je veux être désigné comme le contact d'urgence de Violet. Pas pour être sa figure paternelle, pas pour avoir une relation, mais si quelque chose arrive, si elle a besoin d'aide, elle peut m'appeler une fois, et je déciderai si je veux l'aider ou non. Linda et Violet se sont regardés, ayant une conversation silencieuse. Pourquoi feriez-vous ça, a finalement demandé Violet. Après ce que nous vous avons fait? Parce que, a dit Brox, Catherine méritait mieux. Elle méritait un père qui l'aimait, qui la soutenait, qui était là pour elle. Tyler l'a abandonnée. Et bien que je ne puisse pas changer le passé, je peux m'assurer que sa petite fille ait le soutien que sa fille n'a jamais eu. Pas parce que tu le mérites, Violet, mais parce que ce bébé mérite d'avoir quelqu'un dans la famille Reed qui s'en soucie. Des larmes coulaient sur le visage de Violet. Je suis tellement désolée, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal comme ça. J'étais juste. J'étais tellement en colère. Et grand-mère a dit que c'était la justice et je n'ai pas pensé à toi comme une vraie personne, juste comme un symbole de tout ce qui avait mal tourné dans nos vies. Je sais, a dit doucement Brox. Et je comprends. Mais comprendre ne signifie pas que je peux te faire confiance. Cette offre vient avec des limites strictes. Tu prends l'argent, tu te fais aider, et tu nous laisses tranquilles pour toujours. Si tu violes une partie de cet accord, je te poursuivrai en justice, et je te détruirai. J'ai les ressources, les preuves et la motivation. Comprends-tu? Violet a hoché la tête, toujours en pleurant. Linda est restée silencieuse un long moment, étudiant le visage de Brox. Vous n'êtes vraiment pas comme votre frère, a-t-elle finalement dit. Non, a convenu Brox. Je ne le suis pas, Catherine vous aurait aimé, a dit doucement Linda. Et pour la première fois, j'ai vu une émotion sincère dans ses yeux. Pas de la colère ou de l'amertume, mais du deuil. Elle voulait juste un père pour l'aimer. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. Alors laissez-moi donner à sa petite fille ce qu'elle n'a jamais eu, a dit Brox. Laissez-moi être le membre de la famille Reed qui n'abandonne pas un enfant. Linda a tendu la main vers le contrat, tremblante. Elle l'a lu attentivement, ses lèvres bougeant silencieusement. Puis elle a regardé Violet. C'est ton choix, ma chérie, a dit Linda. Je serai bientôt partie. C'est ta vie, ton avenir. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai.
Violet a regardé le document, puis Brox, puis moi. Puis-je demander une dernière chose? Quoi, ai-je demandé, ma voix froide. Puis-je savoir pourquoi vous faites vraiment ça? Parce que je ne crois pas que ce soit juste de la charité. Vous êtes en colère. Je peux le voir. Alors, quelle est la vraie raison? J'ai souri, et ce n'était pas un sourire aimable. Tu veux connaître la vraie raison? Très bien, je vais te la dire. La vraie raison, c'est que de cette façon, tu dois vivre avec ce que tu as fait. Si nous t'avions poursuivi, tu aurais pu jouer la victime. Pauvre mère célibataire attaquée par le couple riche. Mais de cette façon, tu dois accepter la charité de l'homme que tu as essayé de détruire. Chaque mois, lorsque ce paiement de la fiducie arrivera, tu te souviendras que tu as gagné cet argent en brisant le cœur d'un homme bon. Chaque fois que ta fille demandera d'où vient l'argent, tu devras vivre avec le mensonge. Tu voulais faire payer Brox pour les péchés de son frère. Eh bien, maintenant tu passeras le reste de ta vie à payer pour les tiens. Violet a tressailli comme si je l'avais giflé. Et la meilleure partie, ai-je continué en me penchant près d'elle, c'est que chaque personne dans ta vie pensera que Brox est un saint pour t'avoir aidé. Ils ne connaîtront jamais la vérité. Tu ne pourras jamais raconter ta version de l'histoire. Jamais justifier ce que tu as fait. Tu devras simplement sourire et dire merci, et vivre avec la culpabilité. C'est ça, la vraie vengeance. Pas te détruire, mais te réformer, faire de toi une personne décente malgré toi. Linda s'est mise à rire. C'était un son sec et rauque. Vous êtes vicieuse, m'a-t-elle dit. Je vous aime bien. Je me fiche que vous m'aimiez bien, ai-je répondu. Ce qui m'importe, c'est que vous signiez ce contrat et que vous sortiez de nos vies. Linda a pris le stylo. Où est-ce que je signe? 2 heures plus tard, nous avons quitté la maison avec des contrats signés, des confessions écrites et la certitude que nous avions gagné. Non pas par la cruauté ou la vengeance, mais par quelque chose de plus puissant. Une gentillesse stratégique qui les entrait à jamais. Dans la voiture, Brox était silencieux. Tu vas bien, ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-il admis. Une partie de moi se sent bien d'avoir fait ce qu'il fallait pour ce bébé, mais une autre partie se sent encore si en colère et blessée. C'est normal. Elles t'ont fait beaucoup de mal. J'ai vraiment cru que j'avais une fille, a-t-il dit, la voix brisée. Pendant 10 mois, je l'ai cru. Je me suis permis de l'aimer. Et tout était faux. Pas tout, ai-je dit doucement. Ton amour était réel. Ton désir d'être un bon père était réel. Violet et Linda mentaient peut-être, mais tes sentiments étaient sincères. Ça compte. Vraiment? Parce que j'ai toujours l'impression d'avoir été un idiot. Tu as fait confiance. Il y a une différence. J'ai pris sa main. Et nous allons traverser ça ensemble. Toi, moi, la vraie famille. Il a serré ma main. Je ne te mérite pas, si, tu me mérites. Et tu vas passer le reste de nos vies à le prouver. Il a souri. Le premier sourire sincère que je voyais de lui depuis des jours. Marché conclu. 3 semaines ont passé. Brox s'est jeté dans le travail, essayant de surmonter la trahison. Je l'ai observé attentivement, cherchant des signes de dépression, mais il semblait gérer ça sainement. Nous avons commencé une thérapie de couple pour régler les problèmes de confiance et de communication qui avaient permis que cela se produise. Puis, un jeudi après-midi pluvieux, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô, Cynthia? La voix était faible, tendue. C'est Violet. Mon corps s'est tendu. Que veux-tu? Tu violes le contrat en m'appelant. Je sais. Je sais. S'il te plaît, écoute. C'est ma grand-mère. Elle est en train de mourir, là, maintenant. Et elle demande Brox. J'ai failli raccrocher. Failli lui dire de se débrouiller seule. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pourquoi veut-elle le voir? Ai-je demandé. Je ne sais pas. S'il te plaît. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Je sais que nous ne méritons plus aucune gentillesse de votre part, mais c'est ma grand-mère et c'est son dernier vœu. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce Brox, qui travaillait sur son ordinateur portable. Est-ce que je voulais vraiment lui infliger plus de douleur? Est-ce que Linda méritait de le voir avant de mourir? Mais il ne s'agissait pas de ce que Linda méritait.
Il s'agissait de qui était Brox. Et il était le genre d'homme qui regretterait de ne pas avoir répondu à l'appel d'une femme mourante. Nous serons là dans 30 minutes, ai-je dit. Brox a levé les yeux, surpris, quand je lui ai dit. Elle veut me voir? Pourquoi? Je ne sais pas, mais tu le regretteras si tu n'y vas pas. Il a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Tu as raison. Allons-y, nous avons conduit jusqu'à l'Oregon Health en silence. Le service de soins palliatifs était calme, paisible de cette manière étrange que les hôpitaux ont quand des gens sont en train de mourir activement. Violet nous a rencontrés dans le couloir. Elle avait l'air épuisée, son ventre de femme enceinte encore plus gros qu'avant. Merci d'être venue, a-t-elle dit doucement. Elle est dans la chambre 304. Elle n'est pas très cohérente. Les analgésiques sont assez forts, mais elle n'arrête pas de demander Brox. Brox a redressé les épaules et est entré dans la chambre. Je l'ai suivi, restant près de la porte. Linda ne ressemblait en rien à la femme que nous avions vue 3 semaines auparavant. Elle était squelettique, sa peau grise, sa respiration laborieuse. Mais quand elle a vu Brox, ses yeux se sont concentrés. Tu es venu, a-t-elle roqué. Je suis venu, a confirmé Brox, s'asseyant sur la chaise à côté de son lit. Je devais te dire. Linda a lutté pour respirer. Catherine. C'est bon, a dit doucement Brox. Tu n'es pas obligé. Laisse-moi finir, l'a-t-elle interrompu avec une force surprenante. Catherine voulait un père comme toi. J'ai fait des recherches sur Tyler, je t'ai trouvé, j'ai vu que tu étais un homme bon. Elle voulait te contacter, te demander si tu voulais être son père à la place de lui. Brox est devenu très immobile. Quoi? Avant de mourir, elle t'a trouvé sur Internet. T'as écrit une lettre. Ne l'a jamais envoyée. Trop peur. Je l'ai trouvée dans ses affaires. Après l'accident. La main tremblante de Linda a atteint la table de chevet. Violet s'est avancée et a sorti une enveloppe jaunie par le temps. Elle l'a tendue à Brox. Avec des doigts tremblants, Brox l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite d'une écriture bouclée. Il a lu à voix haute, sa voix se brisant. Cher oncle Brox, vous ne me connaissez pas, mais je suis votre nièce, Catherine Reed. Mon père est votre frère, Tyler, mais il ne veut pas de moi. Il n'a jamais voulu. J'ai essayé de le contacter, mais il dit que je ne suis plus sa fille. Qu'il a renoncé à ses droits. Je ne sais pas si vous savez pour moi ou non. Papa ne m'a probablement jamais mentionné, mais je vous ai trouvé en ligne et j'ai lu sur votre vie. Vous semblez être une bonne personne. Vous semblez être le genre d'homme qui aurait été un bon père s'il en avait eu l'occasion. Je sais que c'est fou. Je sais. Je ne suis qu'une adolescente au hasard et vous avez votre propre vie. Mais je me demandais, pourrais-je peut-être vous rencontrer? Juste une fois. Je veux juste savoir ce que c'est que d'avoir quelqu'un de la famille de mon père qui reconnaît que j'existe. Je suis désolé si c'est trop. Ma mère dit que je ne devrais pas vous contacter, que la famille Reed ne veut pas de nous, mais je devais essayer. Je devais savoir si peut-être quelque part dans cette famille il y avait quelqu'un qui pourrait se soucier de moi. Si vous ne voulez pas répondre, je comprends. Mais si vous le faites, j'attendrai. Votre nièce, Catherine. La lettre était datée de 2 mois avant sa mort. Brox a levé les yeux vers Linda, des larmes coulant sur son visage. Elle ne l'a jamais envoyée. Linda a secoué la tête. Trop peur du rejet. Après Tyler. Elle ne pouvait plus risquer ça. Puis elle est morte et je l'ai trouvée. Ça m'a rendu si en colère. Si tu avais su, peut-être qu'elle aurait eu une raison de vivre. Tu m'as blâmé, a murmuré Brox. Tout ce temps, tu m'as blâmé de ne pas avoir été là pour elle alors que je ne savais même pas qu'elle existait. Je sais. C'était mal de ma part. Mais le deuil te rend fou. Ça m'a donné envie de me venger. Je voulais que la famille Reed souffre comme nous avons souffert. Alors tu as utilisé Violet pour me faire du mal. Oui. Mais ensuite, tu as été gentil. Tu l'as aimé comme tu aurais aimé Catherine. Et j'ai vu. La respiration de Linda empirait. J'ai vu que j'avais tort. Tyler est un monstre, mais tu es bon. Comme Catherine le pensait. Elle a tendu une main squelettique. Brox l'a prise. Je suis désolé, a haleté Linda. Tellement désolé. Catherine détesterait ce que j'ai fait.
Elle ne voudrait pas de vengeance. Elle voudrait le pardon. Je te pardonne, a dit Brooks. Et je pouvais entendre qu'il le pensait. Je te pardonne, Linda. Merci, a-t-elle soufflé. Dis à Violet. D'être meilleur que moi. De laisser tomber la colère. Je le ferai, a promis Brooks. Les yeux de Linda ont trouvé les miens. Toi aussi, Cynthia. Prends soin de lui. C'est l'un des bons. Je sais, ai-je dit, mes propres larmes coulant maintenant. Linda a souri, juste un peu. Puis ses yeux se sont fermés. Le bip des moniteurs cardiaques a ralenti, puis s'est arrêté. Elle était partie. Violet s'est effondrée sur une chaise, sanglotant. Des infirmières sont entrées, vérifiant les signes vitaux, déclarant officiellement l'heure du décès. La pièce s'est remplie d'un mouvement calme et efficace. Brooks s'est levé, tenant toujours la lettre de Catherine. Il m'a regardé. J'aurais pu la connaître, a-t-il dit. Si seulement elle avait envoyé la lettre, j'aurais pu connaître ma nièce. Je l'aurais aimée. Je sais, ai-je dit en passant mon bras autour de lui. Tyler a détruit tellement de vies. Catherine, Linda, Violet. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être dérangé par un enfant qu'il a créé. Certaines personnes sont simplement brisées, ai-je dit. Et elles brisent tout le monde autour d'elles. Brooks s'est tourné vers Violet, qui pleurait toujours. Tu vas bien? Elle a levé les yeux vers lui, son visage bouffi et enflé. Elle était tout ce que j'avais, et maintenant elle est partie, et je vais être mère dans quelques semaines, et je n'ai aucune idée de ce que je fais, et j'ai si peur. Brooks a hésité, puis s'est assis à côté d'elle. Tu vas t'en sortir. Tu as le fond en fiducie. Tu vas suivre une thérapie et tu seras une meilleure mère que tu n'en as eu et une meilleure personne que ta grand-mère ne l'était à la fin. Comment le sais-tu? Parce que tu as le choix. Linda a été consumée par l'amertume et cela a empoisonné toute sa vie. Mais tu peux choisir différemment. Tu peux laisser tomber la colère et construire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je peux. Tu le peux, parce que tu le dois, pour ta fille. Violet a posé sa main sur son ventre. Grace, a-t-elle murmuré. Je vais vraiment l'appeler Grace, d'après le deuxième prénom de ma mère. C'est magnifique, a dit Brooks. Est-ce que tu? Violet a hésité. Je sais que je n'ai pas le droit de demander. Et je sais que le contrat dit que nous ne pouvons pas te contacter, mais est-ce que tu? Quand Grace naîtra, voudras-tu au moins savoir qu'elle va bien? Brooks m'a regardé. Je pouvais voir la question dans ses yeux. J'ai légèrement hoché la tête. Envoie un email, a dit Brooks. Quand elle naîtra, fais-moi savoir qu'elle est en bonne santé. Et puis c'est tout. C'est le seul contact que nous aurons. Tu l'élèves, tu l'aimes, et tu ne lui parles jamais de tout ça. Elle n'a pas besoin de savoir pour Tyler ou l'arnaque ou quoi que ce soit. Elle a juste besoin de grandir en sachant qu'elle est aimée. Peux-tu le faire? Oui, a dit Violet. Je le promets. Alors nous avons un accord. 2 mois plus tard, j'étais au travail quand l'email est arrivé. Sujet, elle est là. Grace Ashford est née ce matin à 6h47. 3,260 kg. En bonne santé et parfaite. Merci pour tout. Nous honorons notre accord. V, il y avait une seule photo en pièce jointe. Un minuscule bébé avec une touffe de cheveux noirs et un visage rouge et plissé. J'ai montré à Brooks ce soir-là. Il a regardé la photo longuement sans parler. Elle est belle, a-t-il finalement dit. Elle l'est. J'espère que Violet suivra vraiment une thérapie. J'espère qu'elle deviendra une bonne mère. Moi aussi. Il a fermé l'ordinateur portable. Merci. Pourquoi? De ne pas m'avoir quitté quand tu l'as découvert. De m'avoir soutenu à travers tout ça, de m'avoir aidé à trouver la bonne chose à faire. Brooks, je t'aime. Je n'allais pas te quitter pour être une bonne personne. Je sais, mais beaucoup de gens l'auraient fait. Toute cette situation était folle. Oui, ai-je convenu. C'était vraiment le cas. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis Brooks a dit, je veux trouver Tyler. J'ai levé les yeux, surprise. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit lui dire ce que son égoïsme a coûté. Catherine est morte. Linda est morte. Violet est traumatisée.
Tout ça parce qu'il ne pouvait pas se donner la peine d'être un père. Il doit le savoir. À quoi cela servira-t-il? Probablement à rien. Mais j'ai besoin de le dire. J'ai besoin de regarder mon frère dans les yeux et de lui dire qu'il est un lâche et un échec. Et, ai-je dit. Alors allons à Boston. Une semaine plus tard, nous étions devant la luxueuse maison en grès brun de Tyler dans un quartier riche de Boston. Tout dans l'endroit criait l'argent et le succès. Tyler avait bien réussi sa vie. Avait construit toute une vie parfaite pendant que sa première famille souffrait. Brooks a sonné. Une femme a répondu. Jennifer, la deuxième femme de Tyler. Elle était soignée et jolie, avec le genre de sourire qui vient d'une vie entière sans jamais faire face à de réelles difficultés. Puis-je vous aider, a-t-elle demandé. Je suis ici pour voir Tyler. Je suis son frère. Ses yeux se sont agrandis. Brooks. Oh mon Dieu. Tyler a dit que vous aviez perdu contact. Entrez. Entrez. Nous l'avons suivi dans une maison qui semblait sortir d'un magazine. Parquet, art coûteux, meubles de designer. Dans le salon, deux adolescents faisaient leurs devoirs à la table de la salle à manger. Les enfants légitimes de Tyler, ceux qu'il avait choisi de reconnaître. Tyler a appelé Jennifer en haut des escaliers. Ton frère est là. Tyler est descendu et j'ai vu Brooks se tendre à côté de moi. Les frères se ressemblaient. Même cheveux noirs, même carrure. Mais là où le visage de Brooks était ouvert et gentil, celui de Tyler était acéré et calculateur. Brooks, a dit Tyler, la surprise dans la voix. Que fais-tu ici? Nous devons parler. Seul. Quelque chose dans le ton de Brooks a fait comprendre à Jennifer qu'il fallait s'éclipser. Les enfants, allons prendre une glace. Laissez votre père et votre oncle un peu d'intimité. Une fois qu'ils sont partis, Tyler s'est servi un scotch. Il ne nous en a pas offert. Alors, a-t-il dit. Tu as fait tout ce chemin. Ça doit être important. Catherine a essayé de me contacter avant de mourir, a dit Brooks sans préambule. Le visage de Tyler est devenu vide. Qui? La voix de Brooks était dangereuse. N'ose même pas prétendre que tu ne sais pas qui était ta fille. Cette fille n'était pas ma fille. J'ai renoncé à mes droits. C'était ta fille. Ton sang. Ta responsabilité. Et quand elle t'a contacté, tu l'as rejetée. As-tu la moindre idée de ce que ça lui a fait? Que voulais-tu que je fasse, Brooks? J'avais 25 ans avec un enfant que je n'avais jamais voulu. J'ai fait un choix. J'ai tourné la page. Tu l'as détruite, a dit Brooks, la voix tremblante. Ton rejet l'a plongée dans la dépression. Elle est morte en pensant que son propre père ne l'aimait pas. Et sa fille, ta petite fille, a grandi en apprenant à détester la famille Reed à cause de ce que tu as fait. Ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? C'était une enfant, Tyler. Ton enfant. Et tu l'as jetée comme un déchet. J'ai donné de l'argent à Linda lors du divorce. J'ai rempli mes obligations légales. Obligations légales? Brooks a ri amèrement. C'est tout ce que tu penses que la paternité est? Faire un chèque? Catherine n'avait pas besoin d'argent. Elle avait besoin d'un père. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'aimer. Eh bien, elle n'en a pas eu. La vie est dure. J'ai vu les mains de Brooks se serrer en poing. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Tu es un monstre, a dit doucement Brooks. Tu es un monstre égoïste et sans cœur. Et j'ai honte d'être de ta famille. As-tu fini? A demandé Tyler, ennuyé. Non. Je veux que tu saches que Catherine m'a écrit une lettre avant de mourir. Elle voulait savoir si je serais le père que tu as refusé d'être. Et je n'ai jamais reçu cette lettre. Je n'ai jamais eu la chance de la connaître. Mais je connais sa fille maintenant, Violet, et sa petite fille, Grace, et je vais m'assurer que cette petite fille connaisse au moins un Reed qui ne soit pas imparfait. Le visage de Tyler s'est durci. Tu les aides? Après ce qu'elles t'ont fait? Linda m'a parlé de l'arnaque. Elle m'a appelé, tu sais, juste avant de mourir. Voulait que je sache qu'elle s'était vengée de la famille Reed à travers toi. Je connais l'arnaque. Je sais tout. Et oui, je les aide toujours, parce que quelqu'un doit briser ce cycle d'abandon et de vengeance. Quelqu'un doit être meilleur que toi.
Tu es un idiot. Peut-être, mais je suis un idiot qui peut dormir la nuit. Peux-tu en dire autant? Pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans les yeux de Tyler. De la culpabilité, du regret. Mais cela a disparu en un instant, remplacé par une froide indifférence. Sors de ma maison, a dit Tyler. Avec plaisir. Mais je veux que tu saches une dernière chose. Jennifer et tes enfants. Ils méritent de connaître la vérité sur toi. Sur Catherine et Violet et Grace. Sur la famille que tu as abandonnée. Tyler est devenu blême. Tu n'oserais pas, j'oserais. Et je le ferai. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais un jour, ta petite famille parfaite découvrira quel genre d'homme tu es vraiment. Et quand ils te regarderont avec dégoût et déception, souviens-toi de cette conversation. Souviens-toi que tu aurais pu être meilleur. Tu as juste choisi de ne pas l'être. Brooks s'est retourné et est sorti. Je l'ai suivi, laissant Tyler seul dans sa maison luxueuse avec son scotch coûteux et son âme bon marché. Dans la voiture, Brooks tremblait. Ai-je fait ce qu'il fallait, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit fermement. Il avait besoin d'entendre ça. Même s'il s'en fiche, même si ça ne change rien, tu avais besoin de le dire. Je pensais ce que j'ai dit à propos de le dire à Jennifer et aux enfants. Je sais. Mais réfléchis bien à ça. Ces enfants sont innocents dans tout ça. Veux-tu vraiment faire exploser leur vie? Brooks est resté silencieux un long moment. Non, a-t-il finalement admis. Non, je ne le veux pas. Ils n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas de leur faute si leur père est qui il est. Alors, on laisse tomber. On laisse tomber, a-t-il confirmé. Tyler devra vivre avec sa propre conscience, ou son absence de conscience. Nous avons conduit jusqu'à l'aéroport et sommes rentrés chez nous, laissant Boston et Tyler derrière nous. L'email est arrivé un mardi après-midi. Sujet, je brise les règles. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Chers Brooks et Cynthia, je sais que j'ai promis de ne plus jamais vous contacter après la naissance de Grace. Je sais que je viole notre accord, mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Je suis en thérapie depuis 5 ans maintenant. Une vraie thérapie, le genre qui vous fait affronter toutes les parties laides de vous-même. Et j'ai tellement appris sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Sur le traumatisme générationnel et la colère que j'ai hérité de ma grand-mère. Mais plus que ça, j'ai appris sur la grâce. La vraie grâce. Pas seulement le nom de ma fille. La grâce que vous m'avez montrée alors que vous aviez tout à fait le droit de me détruire. La grâce que Brooks a montrée à ma grand-mère sur son lit de mort. La grâce qui a brisé le cycle de vengeance et de colère qui avait consumé ma famille pendant des décennies. Je vous écris parce que Grace m'a demandé hier d'où venait son argent. Le fonds en fiducie qui paie sa garderie, ses visites chez le médecin et tout le reste. Elle a 5 ans maintenant, assez grande pour poser des questions. Je lui ai dit la vérité, pas toute la vérité. Elle est trop jeune pour ça. Mais je lui ai dit qu'un homme gentil nommé Brooks avait créé le fonds parce qu'il voulait s'assurer qu'elle ait une belle vie. Je lui ai dit que Brooks connaissait sa arrière-grand-mère et voulait honorer sa mémoire. Elle a demandé si elle pourrait rencontrer Brooks un jour pour le remercier. Je lui ai dit que probablement non, que Brooks vivait loin et était très occupé. Mais je lui ai promis que quand elle serait plus grande, je lui raconterai toute l'histoire, le bon et le mauvais, les erreurs que j'ai commises et la gentillesse que vous avez montrée. Je n'attends pas de réponse à cet email. Je n'attends rien de vous. Je voulais juste que vous sachiez que votre choix d'être miséricordieux au lieu de vengeur a changé ma vie, a changé la vie de ma fille, a changé l'héritage de toute notre famille. Grace est heureuse. Elle est en bonne santé. Elle est gentille et drôle et intelligente. Elle est tout ce que ma mère et ma grand-mère n'ont jamais pu être parce qu'elles étaient trop consumées par l'amertume. Et c'est grâce à vous. Merci pour tout. De m'avoir donné la chance d'être meilleur. De donner à Grace une chance de vivre sans le poison de la colère générationnelle. J'espère que vous allez bien tous les deux. J'espère que vous êtes heureux. Vous méritez tout le bonheur du monde. Avec gratitude et respect, Violet. Étaient jointes 3 photos. Grace à sa fête de 5e anniversaire soufflant des bougies. Grace le premier jour de la maternelle, avec 2 dents de devant en moins. Grace dans un parc, riant sur une balançoire, ses cheveux noirs volant derrière elle. Elle avait les yeux de Tyler. Les yeux de Brooks.
J'ai montré l'email à Brox ce soir-là. Il l'a lu 2 fois, étudiant les photos longuement. Elle a l'air heureuse, a-t-il finalement dit. Elle l'est. Penses-tu que Violet a vraiment changé ou est-ce une autre manipulation? Je pense, ai-je dit prudemment, que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Et je pense que Violet voulait changer pour sa fille. Devrais-je répondre? Le veux-tu? Brox a réfléchi. Je le veux, mais je ne sais pas quoi dire. Alors peut-être ne dis rien pour l'instant. Laisse décanter. Vois comment tu te sens dans quelques jours. Il a hoché la tête. Mais je l'ai vu regarder à nouveau les photos avant de se coucher. Et le lendemain matin, et le matin d'après. Une semaine plus tard, il a finalement tapé une réponse. Cher Violet, merci pour la mise à jour et les photos. Grace est magnifique. Je suis content qu'elle soit heureuse et en bonne santé. Je suis content que la thérapie t'ait aidé. Briser les cycles générationnels est un travail difficile, mais ça en vaut la peine. Tu n'as pas besoin de parler de moi à Grace. Mais si tu le fais un jour, dis-lui que j'espérais qu'elle aurait une belle vie. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Prends soin de toi et de ta fille. Brox. Il me l'a montré avant de l'envoyer. C'est trop froid, a-t-il demandé. C'est honnête, ai-je répondu. C'est mieux que froid ou chaleureux. C'est réel. Il a cliqué sur envoyer. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Mais la vie a une façon de vous surprendre. 3 ans plus tard, nous avons reçu un autre email. Cette fois d'une adresse que nous ne reconnaissions pas. Sujet, vous ne me connaissez pas, mais... Cher oncle Brox, je m'appelle Grace Ashford. J'ai 8 ans. Ma mère dit que vous nous avez aidés il y a longtemps et que vous êtes une bonne personne. J'écris parce que je fais un projet à l'école sur les arbres généalogiques. Je connais ma mère et ma grand-mère Linda qui est morte avant ma naissance. Mais ma mère dit que le nom de mon arrière-grand-père était Tyler Reed et qu'il avait un frère nommé Brox Reed. C'est vous, n'est-ce pas? Donc ça fait de vous mon grand-grand-oncle. Est-ce que ça existe? Ma maîtresse dit que oui. Je n'attends pas de réponse si vous ne le voulez pas. Ma mère dit que vous êtes très discret. Mais je voulais que vous sachiez que je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour nous. Ma mère dit que sans vous, nos vies seraient très différentes. Je suis en CE2. J'aime lire, l'art et les animaux. Je veux être vétérinaire quand je serai grande. J'ai un hamster de compagnie qui s'appelle Cannelle. Si jamais vous voulez répondre, j'aimerais savoir ce que vous faites et comment vous êtes. Mais si vous ne le faites pas, je comprends. Merci d'avoir aidé ma mère et moi. Votre arrière-arrière-nièce, Grace. L'email était clairement écrit par un enfant. Simple, honnête, avec une photo en pièce jointe d'une petite fille tenant un hamster. Brox a fixé l'écran longuement. À quoi tu penses? Ai-je demandé. Je pense, a-t-il dit lentement, que j'ai dit à Tyler qu'un jour sa famille parfaite découvrirait la vérité. Mais peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être qu'au lieu de détruire la famille de Tyler, j'apprends à connaître celle-ci. La famille qui l'a jetée. Tu veux répondre? C'est fou? Après tout ce qui s'est passé? J'y ai réfléchi. À la manipulation de Violet et à la vengeance de Linda et à toute la douleur qui avait été causée. Mais j'ai aussi pensé à Grace, une enfant innocente qui voulait juste savoir d'où elle venait. Je ne pense pas que ce soit fou, ai-je dit. Je pense que c'est humain. Tu as une chance de connaître ta nièce, même si la relation est compliquée. Ça vaut quelque chose. Brox a hoché la tête lentement. Puis il a commencé à taper. Chère Grace, oui, je suis ton grand-grand-oncle. Tu as raison. Ça existe vraiment. Je serais heureux de répondre à tes questions. Je travaille avec des ordinateurs et j'aime la randonnée et la lecture, comme toi. Je n'ai pas d'animaux de compagnie en ce moment, mais j'avais un chien nommé Biscuit quand j'avais ton âge. C'est un plaisir de te rencontrer, Grace. Ta mère a raison. Sans les choix que nous avons tous faits il y a des années, ta vie serait très différente. Je suis content que tu ailles bien. Ton grand-grand-oncle, Brox. PS Cannelle est un super nom pour un hamster. Il me l'a montré avant de l'envoyer. Trop? Pas assez? C'est parfait, l'ai-je rassuré. Et ainsi commença une correspondance. Rien d'intense, juste des emails occasionnels entre un homme d'âge mûr et une enfant curieuse.
Grace lui parlait de l'école et de ses amis. Brox partageait des histoires sur son travail et son enfance. Il ne parlait jamais du passé, de la trahison ou de la douleur. Il construisait simplement quelque chose de nouveau. Violet ne s'est jamais immiscée dans les emails. N'a jamais rien demandé. Elle a juste laissé sa fille avoir ce petit lien avec une famille qui avait rejeté sa mère et sa grand-mère. 2 ans après ce premier email de Grace, Brox et moi prenions un café sur notre porche quand il a dit « Je veux la rencontrer ». Grace ? Oui. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça signifie rouvrir de vieilles blessures. Mais elle a 10 ans maintenant et elle demande parfois si on pourrait se rencontrer, et je pense. Je pense que j'aimerais bien. As-tu parlé à Violet de ça? Je lui ai envoyé un email hier. Elle a dit qu'elle était ouverte à l'idée si tu es à l'aise. Moi. Cynthia, c'est toi qui as traversé l'enfer à cause de toute cette situation. Si tu n'es pas d'accord pour que j'aie une relation avec Grace, je comprendrai. J'ai pensé à la jeune femme que j'étais, debout dans ma cuisine, écoutant mon mari pleurer pour une fille qui n'existait pas. J'ai pensé à la douleur, à la trahison et à la colère. Mais j'ai aussi pensé à la grâce, à la fois le concept et l'enfant. Je pense, ai-je dit lentement, que s'accrocher à la colère du passé ne le changera pas. Mais choisir la compassion pour l'avenir pourrait tout changer. Alors c'est un oui. C'est un oui. Allons rencontrer Grace. 1 mois plus tard, Violet et Grace sont venus de Portland. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un parc où Grace pourrait jouer si les choses devenaient gênantes. J'ai reconnu Violet immédiatement, bien qu'elle ait l'air différente. Plus âgée, plus fatiguée, mais aussi plus en paix. Et tenant sa main, il y avait une belle petite fille aux cheveux noirs bouclés et aux yeux curieux. Grace, a dit doucement Violet. Voici ton oncle Brox et sa femme Cynthia. Grand-grand-oncle, a corrigé Grace avec un sourire timide. Bonjour. Bonjour, Grace, a dit Brox, et j'ai entendu l'émotion dans sa voix. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer enfin. Voulez-vous voir mon hamster? Je l'ai amené. Grace a brandi une petite cage de transport. J'adorerais, a dit Brox. Alors que Brox et Grace se dirigeaient vers un banc pour regarder le hamster, Violet et moi sommes restés dans un silence gênant. Merci, a-t-elle finalement dit. Pour ça. Pour lui donner cette chance. C'est une gentille petite, ai-je répondu d'un ton neutre. Elle l'est. Et elle est comme ça à cause des choix que vous et Brox avez faits. Si vous m'aviez détruite à l'époque, si vous aviez tout pris, je ne sais pas qui je serais devenu, qui elle serait devenue. Tu as fait le travail, Violet. Tu as choisi d'être meilleur. Parce que vous m'avez donné l'opportunité de choisir. C'est plus que ce que je méritais. Nous avons regardé Brox montrer quelque chose à Grace sur son téléphone. Tous les deux riant. Le rire de Grace était vif et libre, non accablé par le poids du passé. Je suis vraiment désolé, a dit doucement Violet. Pour tout ce que j'ai fait. Chaque mensonge, chaque manipulation. J'étais tellement en colère contre le monde et je l'ai fait payer à la mauvaise personne. Brox ne méritait pas ce que je lui ai fait subir. Ni vous. Non, ai-je convenu. Nous ne le méritions pas, pouvez-vous un jour me pardonner? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Ce n'était pas la jeune femme désespérée et en colère qui avait escroqué mon mari. C'était une mère qui essayait de construire une vie meilleure pour son enfant, qui essayait de briser le cycle. Je l'ai déjà fait, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je t'ai pardonné il y a longtemps. S'accrocher à la colère ne faisait que me faire du mal. Les yeux de Violet se sont remplis de larmes. Merci. Mais Violet, si jamais tu lui mens à nouveau, si jamais tu essaies de le manipuler ou d'utiliser Grace pour obtenir quelque chose de lui, je te détruirai. Comprends-tu? Elle a hoché la tête. Je comprends. Et je ne le ferai pas. Je le promets. Nous avons passé 2 heures au parc. Grace nous a montré ses dessins et nous a parlé de l'école. Brox lui a raconté des histoires sur l'histoire de sa famille. Les bonnes parties, en omettant complètement Tyler. Ils ont prévu d'échanger des emails plus fréquemment, peut-être de discuter par vidéo parfois. Quand il a été temps de partir, Grace a serré Brox fort dans ses bras. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit. Et d'avoir aidé ma mère et moi. Vous êtes le meilleur grand-grand-oncle du monde.
Tu es la meilleure arrière-arrière-nièce du monde, a répondu Brox, la voix épaisse. Alors que nous les regardions s'éloigner en voiture, Brox a pris ma main. Je n'aurais jamais pensé que l'histoire se terminerait comme ça, a-t-il dit. Avec une relation avec l'enfant de la femme qui m'a escroqué. La vie est bizarre comme ça, ai-je convenu. Penses-tu que nous avons bien fait de la laisser entrer dans nos vies? Je pense, ai-je dit, que nous avons choisi l'amour plutôt que la haine, la grâce plutôt que la vengeance, et que c'est toujours la bonne chose à faire. Brox m'a serré contre lui. Je t'aime. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage fou. Toujours, ai-je promis. Et debout là, sur le parking, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de cramoisi, j'ai réalisé que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. Parfois, c'est de choisir de construire quelque chose de beau à partir des cendres de la trahison.